Alors, merci Bernard pour cette présentation. Je vais essayer de retrouver le texte de la mienne sur mon ordi, ce qui n'est pas évident. Ah, voilà, je l'ai. J'ai compris. Bon, voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup au Centre de m'avoir invité. Et ça me donne l'occasion de revisiter mon alma mater, Université Laval, où j'ai passé plusieurs années. Alors, si je suis titulaire d'une maîtrise en anthropologie, j'ai aussi fait des études de biochimie ici pendant plusieurs années. Alors, je connais bien 11 ans à l'Université Laval, ça ne s'oublie pas. Alors, je suis contente de revenir aujourd'hui pour parler d'un sujet malheureusement assez douloureux. Comme vous le constatez tous les jours, et d'ailleurs, hier encore, dans une excellente émission spéciale de Radio-Canada, la guerre en Ukraine, c'est vraiment l'événement de notre vie, probablement. On n'a pas fini de voir la fin de ça encore. Alors, j'ai intitulé cette mini-conférence « La guerre qu'on a voulu cacher, la Russie, l'Ukraine et l'information ». Mais je voudrais commencer par un mini 3 minutes à la télévision française, BFM TV, et qui a été diffusé le 31 mars dernier, donc 5 semaines après le début de la guerre. Les animateurs de BFM TV interviewent un conseiller de l'ambassade de Russie à Paris, dont je vous dirai le nom tout à l'heure, dont le nom n'est pas tellement important. Voilà, parce que là, je n'ai pas mon texte. Alors, il s'appelle Alexander Mogokov. Il est conseiller, je crois qu'il est assez proche du ministre des Affaires étrangères de Russie, parce que je l'ai vu dans certains événements avec M. Lavrov. Et je pense que ces 3 minutes d'interview lancent bien le sujet d'aujourd'hui. Écoutez-le. C'est la guerre. Pourquoi c'est la guerre? C'est les hostilités, si vous voulez. La guerre, c'est une chose, vous savez, c'est un grand mot, la guerre. Mais c'est la guerre en Ukraine, on peut le dire. La guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Mais personne n'a déclaré la guerre, ni les Ukrainiens aux Russes, ni les Russes aux Ukrainiens. Et pourquoi vous ne voulez pas parler de la guerre alors qu'on voit ces destructions qui ressemblent à celles de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre en Syrie? Parce que la guerre, la différence entre l'opération ciblée, spéciale et ciblée et la guerre, c'est que pendant l'opération, je vous ai déjà dit, on cible que les sites militaires et que les militaires et néo-nazis. On ne cible pas les civils. Mais ce n'est pas une guerre pour vous? C'est pas une guerre. C'est quoi alors? C'est très ciblé, c'est vraiment une opération spéciale, c'est pas une guerre. La guerre, c'est une notion très, très englobante, si vous voulez. Mais, pardon Alexandre Makognov, mais quand on voit l'état de Mariupol, quand vous dites on cible des cibles militaires, on vise des cibles militaires, Mariupol est rasé aujourd'hui. Oui. Mariupol n'existe plus. Alors vous pouvez dire c'est de la faute des Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils étaient chez eux. Quel intérêt aurait-il à raser leur propre ville aujourd'hui? Vous savez que cette ville, elle était occupée par les bataillons néo-nazis, qui n'étaient pas du tout chez eux. Il faut toujours distinguer entre le régime de Kiev, qui s'appuie justement sur ses forces néo-nazis, et le peuple ukrainien. C'est deux choses différentes. Les néo-nazis, ils ne se battent pas pour le peuple ukrainien, croyez-moi. Mais ils se battent pour eux-mêmes. Le peuple ukrainien s'enfuit. 4 millions de réfugiés, et on va encore une fois parler des couloirs humanitaires, 4 millions de réfugiés sont partis. Je vous le redis, ils vous fuient. Ils s'enfuient à cause de vous. Comment ils peuvent nous fuir s'ils fuient en Russie? Si c'est les Russes les méchants, alors, si c'est les Russes les ennemis, mais pourquoi les Russes les accueillent? On a accueilli 500 000 personnes depuis le début de cette opération. 500 000. Je vais vous dire ce que disent les autorités de la mairie de Mariupol. Ils disent par exemple que ces derniers jours, 20 000 habitants ont été conduits de force en Russie. Et vous nous dites 500 000... J'ai entendu le mot déporté. 500 000... Ouais. Pas dans ma bouche. Pas dans ma bouche. Vous dites 500 000 auraient été accueillis en Russie. On en a à plus de 4 millions en Europe. Oui. Ils vous fuient. Ils fuient la guerre. Ils fuient la guerre. Ils fuient la guerre. Mais ils fuient peut-être justement les actions des militaires ukrainiens. Ils fuient peut-être les néo-nazis ukrainiens qui les torturent. Il y a des villes où les gens sont bloqués et les néo-nazis... On peut arrêter. Ça continue encore quelques minutes comme ça. Je vais juste savoir comment je reviens à mon texte. Ouais, bon, voilà. Ouais, OK. Là, j'y suis. Alors, vous voyez que monsieur
Makogonov, 31 mars. Donc, on est déjà plusieurs semaines après le début de la guerre et c'est le même discours aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de guerre, c'est d'opération militaire spéciale. Alors, vous voyez la difficulté du travail des journalistes. Comment parler à quelqu'un qui, on croirait qu'il arrive de la planète Mars? C'est vraiment une réalité alternative. C'est complètement logique dans sa propre logique et il n'y a aucune façon d'accrocher. Alors, ce n'est pas une guerre, c'est néo-nazis. Les néo-nazis détruisent la ville parce que leur intérêt, on ne sait pas exactement c'est quoi leur intérêt, mais enfin bon. Et selon nos standards, ce sont des mensonges du début jusqu'à la fin. Et c'est absurde quand on écoute, mais je vous assure, ce n'est pas absurde pour les Russes. Les Russes croient, la plupart, croient ce langage, cette logique qui nie la mort des civils. La mort des civils est due à des néo-nazis ukrainiens qui prennent des civils comme otages, si vous voulez. Les destructions sont causées. Alors, évidemment, quand les destructions sont causées par effectivement l'armée ukrainienne, comme le destroyer Moskva qui a été coulé il y a quelques semaines, eh bien là, on dit non, non, ce n'est pas des Ukrainiens, c'est un incendie à bord du destroyer. Après ça, il y avait d'autres versions. Bon, finalement, on n'a pas admis, mais on a arrêté de mentir à ce sujet. Bon. Alors, et ensuite, quand on voit les destructions trop massives, il y a encore d'autres interprétations, mais elles sont toujours aussi mensongères. Alors, aujourd'hui, dans la propagande russe est rendue plus loin. On ne fait pas juste se battre contre les nazis, les néo-nazis ou comment on les appelle. On est en guerre totale contre l'OTAN, contre Washington, contre l'Occident en général, par l'Ukraine interposée, mais ça pourrait aller plus loin. Et toute autre version est interdite, purement et simplement. Comme vous savez, le mot guerre est criminalisé, passible de 15 ans de prison. Donc, les gens qui manifestent maintenant, même l'absurde va jusqu'à les gens qui sortent dans la rue avec une feuille blanche, se mettent devant un édifice quelconque, ils se font arrêter. Bon, ils ne font pas 15 ans de prison, mais ils font quand même 10 jours de prison pour la plupart. Et donc, on verrouille toutes les sources d'informations alternatives. Toutes les sources ont été verrouillées. Je vais vous raconter tout à l'heure, ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai été à Moscou de 2007 à 2010 et ensuite je suis retournée en 2014 une fois ou deux. Alors que j'étais correspondante à Paris, j'ai couvert une partie du Maïdan, donc du massacre sur la place à Kiev, à Maïdan, et ensuite je suis allée à Moscou. Et en 2018, je suis retournée, encore jusqu'à 2018, encore jusqu'à tout récemment, des médias alternatifs étaient tolérés, mais ça a complètement changé depuis le début de la guerre, on a tout fermé. Alors, quand j'ai cherché le titre de cette conférence, avec Colette d'ailleurs, je me suis dit, bon, la guerre qu'on a voulu cacher, parce qu'on la cache, le mot guerre, on la cache, bon, c'est plus possible tellement de la cacher. Le titre s'est imposé un peu, mais dans les faits, je me suis dit, en réfléchissant, que c'est le contraire qui s'est passé. Cette guerre-là, elle n'a pas été cachée. Cette guerre-là, si on avait voulu, si on avait pu regarder de plus près et comprendre, ben, on aurait vu que cette guerre était prévisible. Elle était prévisible depuis déjà plusieurs années. Je me souviens d'ailleurs, en 2014, je discutais avec mon caméraman à Paris parce qu'il y avait Maïdan, puis il y avait la menace éventuellement d'une intervention russe, et je disais, mais les Russes vont entrer en 2015. Je ne vais pas me vanter. Bon, il faut dire que, ayant vécu plusieurs années en Pologne, et mes parents, tous les deux, ont passé plusieurs années en URSS, donc je connais assez bien le sujet. Les Polonais ont cette histoire dans le sang un peu
en épigénétique, si vous voulez. Et je savais que les Russes allaient intervenir. Et je me souviens, parce que mon caméraman me disait, mais jamais ils vont entrer en Ukraine. C'est un pays ami, ils ne vont pas entrer là. Effectivement. Mais on ne voulait pas y croire. On le dit, ceux qui voyaient, qui étaient capables d'analyser de plus près disaient oui, les Russes vont entrer, ils vont annexer des territoires. Mais en même temps, on ne voulait pas y croire parce que la Russie, on la voulait. Parmi les nations, on faisait affaire avec la Russie, on avait des business en Russie, etc. Donc, on ne voulait pas y croire. Mais à bien y penser, elle était prévisible depuis 2014. Donc, effectivement, les Russes, pas l'armée officielle, mais ils sont entrés en Crimée, ont annexé la Crimée, ils sont entrés dans le Donbass. Mais déjà en 2008, au moment de la guerre en Géorgie, c'était clair que la Russie avait pris la voie qu'elle avait suivie pendant des siècles, d'annexion des territoires. 2007, la même chose, au moment du fameux discours de Vladimir Poutine à Munich pendant une conférence sur la sécurité, presque tout était là. Il était déjà en guerre contre l'OTAN en 2007, mais bon, on n'a pas voulu le voir. Alors, la rhétorique anti-ukrainienne, impériale, militariste, grand russe, est apparue dans la bouche de Vladimir Poutine dès les révolutions de couleur. En Géorgie, en Ukraine, vous vous souvenez, 2003, 2004, ça semble de la préhistoire aujourd'hui. Mais c'était déjà très clair que Vladimir Poutine n'a jamais accepté, il l'a d'ailleurs dit à quelques reprises, la chute de l'URSS était la plus grande tragédie du XXe siècle, comme s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale avec ces dizaines de millions de morts, l'Holocauste, la Première Guerre mondiale, etc. C'est la chute de l'URSS qui était la plus grande tragédie du XXe siècle pour Vladimir Poutine. En 2008, Vladimir Poutine s'est plaint à George W. Bush. L'Ukraine n'est même pas un vrai pays, il lui avait dit à cette époque-là. Donc déjà, vous voyez, 2008, on est 14 ans plus tard. Déjà à l'époque, pour ceux qui voulaient l'entendre, l'Ukraine n'était pas un pays pour Vladimir Poutine. Alors en fait, on se rend compte que la Russie des 17, 18, 20 dernières années, Vladimir Poutine est là depuis 1999, c'est un formidable laboratoire de construction d'un État totalitaire. Parce que ça ne l'était pas en 2000, ça ne l'était pas en 2004, ça n'était pas encore même en 2008, au moment de la guerre en Géorgie. Mais ça, quand on regarde rétrospectivement, Vladimir Poutine a construit un État totalitaire from scratch, comme on dit en anglais. La Russie qui est sortie qui est née de la chute de l'URSS, qui a essayé on a essayé, il y a des Russes qui ont essayé d'en faire un pays normal, disons, mais ça n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'un État totalitaire? C'est un État où il y a un parti unique. C'est le cas de la Russie aujourd'hui. Le parti Russie unie est pratiquement parti unique, même s'il y a d'autres partis qui sont complètement assujettis, minuscules et n'ont aucune importance. Donc, parti unique, aucune opposition organisée. Il n'y a plus aucune opposition organisée qui est tolérée en Russie. L'État a confisqué toutes les activités de la société. Il n'y a plus de société civile. Tout est confisqué, tout est dans la verticale du pouvoir, assujetti. Et c'est même plus que parti unique, c'est un homme seul qui est à la tête et qui dirige tout. Et l'opposition individuelle à l'État n'est plus tolérée du tout. Et c'est ce caractère totalitaire de l'État russe qui est ici essentiel. C'est ça qui fait, quand on essaie de décortiquer, de comprendre les mensonges, les interprétations, la vérité alternative, la guerre d'information, ce qu'on appelle la guerre d'information, tout ça, la base de ça, c'est le caractère totalitaire de cet État. Autrement, ça serait impossible. Alors, il n'y a qu'un État totalitaire qui peut dire, pour paraphraser Orwell, la guerre, c'est la paix, parce que c'est en substance ce qu'on nous dit, sans que la majorité des citoyens bronchent.
évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui essayent de protester, mais ils ne sont pas très nombreux. Et ceux qui... le groupe le plus nombreux qui a protesté, ils ont protesté avec leurs pieds, ils sont partis. Il y a 200 à 300 000 Russes qui aujourd'hui se trouvent en Géorgie, en Turquie et ailleurs. Et parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus contester, ils ne peuvent plus vivre dans ce pays. Alors, l'État totalitaire permet de faire exactement le contraire de ce qu'il dit, de dire le contraire de ce qu'il fait. Il crée un chaos informationnel, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est cohérent ce qu'il dit, mais les informations se contredisent sans arrêt. Quand on prend des informations concrètes, par exemple, on bombarde l'hôpital de Mariupol, la maternité de Mariupol. On dit d'abord que c'était plus un hôpital, qu'il était occupé par des néo-nazis, il était pris comme base pour des militaires néo-nazis. Ensuite, quand c'est plus possible d'utiliser ce mensonge, on dit un autre mensonge. Et on dit que c'était, oui, il y avait une femme enceinte qu'on a vue sortie sur un brancard de l'hôpital, on dit que c'était une mannequin, qu'elle était une animatrice enfin une animatrice, mais une youtubeuse qui s'est déguisée en femme enceinte. Après ça, on invente un autre mensonge. Donc, les mensonges ne sont pas toujours cohérents. En général, ils ne le sont pas. Et on crée une réalité alternative à partir d'une espèce de chaos informationnel. Et la population suit parce qu'elle a été préparée pendant des années. Et c'est un processus qui a pris des années, il ne faut pas le négliger. Et là, je voudrais vous faire entendre une chanson qui a circulé beaucoup en Russie ces dernières années. Et quand j'ai dit qu'on a préparé la population, c'est depuis tout petit. Et d'ailleurs, on continue. L'école, les organisations de jeunesse, la préparation militaire des élèves dans les écoles, on l'a vu dans les reportages de Radio-Canada ces dernières années, et évidemment l'information dans les journaux, dans les médias et surtout à la télévision. La télévision où la plupart des gens en Russie s'informent. Ce n'est pas tout le monde qui a l'Internet. La Russie est un des pays les moins connectés d'Europe, sinon le moins. Et donc, là, je voudrais vous faire écouter une chanson. Je vais vous dire, je crois qu'il y a la traduction en anglais en bas, mais c'est vraiment une chanson dans le pur style de Hitlerjugend, comment on préparait les jeunes dans l'Allemagne nazie à la guerre. Et donc, ce sont des enfants qui... ouais, là, vous allez le voir, qui chantent la fidélité à leur leader et qui vont se battre pour lui, des mers du Nord jusqu'aux mers du Sud. Ils iront jusqu'à la mort pour se battre pour leur leader. On est en 2017. La chanson a été enregistrée en 2017. Elle a circulé largement dans le pays. Восток стонет ответ, за океаном лишен власти президент. А нам от северных морей до южных рубежей, от Курильских островов до Балтийских берегов, а на земле был бы мир. Но если главный командир позовет последний бой, дядя Вова, мы с тобой. А что достанется тому поколению моему? Дашь слабинку, потеряем всю
c'est vu là, ça continue. Ah, vous voyez, tout est là. Et oncle, j'ai pas vu, mais je l'écoute en russe, mais oncle Vova, nous sommes avec toi. Et si tu appelles pour le dernier combat, pour qu'il y ait la paix sur Terre, la paix dans notre pays, c'est la seule façon de sauver notre pays. Alors, vous voyez, il y a 5 ans, donc la guerre, elle a commencé il y a longtemps. Et alors, bien évidemment, on se demande, mais comment ça se fait qu'un pays de 140 millions d'habitants, parmi les plus instruits au monde, hein, les Russes vont à l'école, ils sont instruits, ils vont à l'université, avec un passé culturellement, scientifiquement d'une richesse incroyable, comment peuvent-ils être bernés de la sorte et de croire que si le leader, c'est une personne, et on l'a vu d'ailleurs en 2017, on ne le voyait pas encore autant, mais aujourd'hui on le voit, l'isolement, c'est l'isolement de Vladimir Poutine. Comment il est seul. Je ne sais pas si vous avez vu la fameuse, juste avant la guerre, la veille de la guerre, quand il a rencontré son conseil de sécurité et qu'il a voulu téléviser d'ailleurs. La plupart de ces choses-là ne se passent pas devant les caméras de télévision, mais là c'était télévisé. Comment il traitait son conseil de sécurité comme ses sujets les plus risibles. Et alors, comment ça se fait que ça a été possible? Donc les questions qui se posent, c'est dans quel contexte? Dans quel contexte la Russie est devenue un État totalitaire? Quel est très rapidement son passé? Parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de voir tout. Quels ont été les mécanismes qui ont permis qu'on en arrive là aujourd'hui? Dans quel but? Et jusqu'où ça peut aller? Hein? Je pense que personne n'a encore la réponse à cette question, mais on peut quand même se la poser. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les journalistes, les gens qui faisons de l'information, quand on est face à une réalité comme celle-là, qui est... Alors, le contexte, très rapidement, parce que j'ai peur que je dépasse mes 45 minutes. Et la Russie a été, depuis plusieurs siècles, un État impérial. On le sait, avant la Révolution, au moins, si on remonte 5 siècles en arrière. Je n'ai pas réussi à retrouver, mais j'ai vu il y a quelques semaines une référence à combien de kilomètres carrés la Russie a annexé au cours des derniers siècles par jour. Et c'était, je pense que c'était 5000 kilomètres, non, 5000, c'est pas possible, 500 kilomètres par jour. Mais en fait, c'est vraiment un État expansionniste impérial, ça a toujours été comme ça. Et donc, une annexion de territoire notoire, russification forcée. Il faut voir, par exemple, l'Asie centrale. Je suis retournée il n'y a pas très longtemps. Ma mère a passé, s'est enfuie de Pologne pendant la guerre avec ses parents en Ouzbékistan. Elle a passé 4 ou 5 ans en Ouzbékistan et je l'ai ramenée en Ouzbékistan il y a quelques années quand j'étais correspondante en Russie. On a passé des vacances là-bas et puis on pouvait parler partout en russe. Évidemment, on ne parlait pas ouzbek. On parlait russe. Elle a d'ailleurs appris le russe à l'école là-bas. Il y avait des écoles russes. Donc, russification forcée, ça ne datait pas seulement de l'URSS. Avant l'URSS, la Russie russifiait évidemment les territoires conquis. Et aussi, personnage de tsar très puissant. Le tsar a eu un pouvoir absolu en Russie pendant des siècles. En fait, la Russie, puis bon, après, c'était le Parti communiste et après, Vladimir Poutine. Alors, la Russie n'a jamais connu la démocratie comme on la connaît ici. Et l'apogée de l'État totalitaire, ça a été de l'État autoritaire, ça a été l'URSS, évidemment. Et la chute de l'URSS, comme je disais, donc Vladimir Poutine, qui dit que c'est la plus grande tragédie du XXe siècle. Il faut dire que donc, la désagrégation de cet immense territoire en pays indépendant, que beaucoup en Russie, et certainement Vladimir Poutine, n'a jamais reconnu comme légitime. Et c'est sur cette idée, donc la plus grande tragédie du XXe siècle, la Russie a été spoliée de ce qui lui était dû, des territoires qui normalement étaient, sinon les siens, des territoires amis. Alors évidemment, aujourd'hui, voir
ça revient beaucoup dans la rhétorique. L'Ukraine, ce sont nos amis. On peut pas faire. Pourquoi ils refusent le mot de guerre? Parce qu'on ne peut pas faire la guerre à des amis. Ce sont des amis, mais l'histoire a montré qu'ils ne sont pas si amis que ça, mais ils ne peuvent plus reculer devant ça. Donc, la Russie a souffert, elle a perdu des amis, elle a perdu des territoires, et c'est sur cette victimisation que Vladimir Poutine a bâti toute sa rhétorique. La Russie est une victime. Ce n'est pas un État impérial, ce n'est pas un État qui impose sa langue, c'est une victime. Alors, l'Occident a eu beau se précipiter en Russie, l'a accepté dans les organisations internationales comme l'Organisation internationale du commerce et d'autres, l'inviter au G7, G8, G20. Non, la Russie a été humiliée par l'Occident. Et c'est dans la grande propagande, là, je voulais juste faire une petite référence pour encore un élément historique russe. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression « village Potiomkin ». Alors, vous savez qui était Potiomkin. Potiomkin, c'était Grigori Alexandrovitch Potiomkin, était ministre, chef de guerre et amant, accessoirement, de Catherine II de Russie. Et c'est lui qui a conquis la Crimée à la fin du XVIIIe siècle. Et il a invité donc Catherine II de Russie à venir visiter. C'était le seul grand voyage que Catherine II a fait dans sa vie, en fait, en tout cas vers la fin de sa vie, parce que le premier, c'était quand elle est partie de sa petite ville natale vers Moscou pour devenir la femme du tsar. Et donc, elle a fait ce voyage qui était très, très long. Elle a d'ailleurs commencé à Kiev et ensuite, elle a descendu le Don vers la Crimée. Et évidemment, la pauvreté était partout, les destructions étaient partout. On était après des guerres de Crimée. Donc, et Potiomkin a construit des devantures de maisons en carton-pâte, ni plus ni moins, qu'il mettait à chaque village qu'elle passait. Alors, quand elle dormait la nuit, les ouvriers déplaçaient les devantures et les plaçaient ailleurs. Et il y avait des gens avec des fleurs et on montrait partout. Tout le monde était très heureux. Les villages étaient magnifiques. Et alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'était toujours les mêmes cartons-pâte. Alors, ce village Potiomkin, cette espèce de réalité virtuelle, c'est dans l'histoire russe depuis toujours. Je me souviens parce que quand je suis arrivée à Moscou en 2007, on m'avait parlé de ça. Et effectivement, c'était partout. Cette espèce de façon de masquer la réalité par quelque chose qu'on voulait montrer. Donc, la Russie est devenue un immense village Potiomkin au cours des dernières années. Et même cet État autoritaire, totalitaire, et même aujourd'hui un État fasciste, j'y arriverai, a été masqué pour la plupart des Occidentaux. Ce n'était pas des devantures en carton-pâte, mais presque. Alors, quels ont été les mécanismes? C'est peut-être le plus important. Alors, rapidement, en 91, après la chute de l'URSS, donc il y a un chaos économique, il y a un chaos politique, il y a des meurtres à tour de bras d'oligarques ou d'hommes d'affaires. Et il y a la Première Guerre. Et en plus, c'est que il n'y a pas seulement les républiques qui se sont séparées, qui sont devenues des pays indépendants. La Russie est composée aussi de républiques russes. Par exemple, la Tchétchénie. La Tchétchénie est une république. Et donc, la Tchétchénie, où on a des velléités indépendantistes. Et... Oups. C'est bon? Et donc, Yeltsin entre l'armée russe en Tchétchénie, c'est un échec, la première guerre en Tchétchénie. Yeltsin, vieillissant, alcoolique, nomme le jeune Vladimir Poutine président par intérim. Vladimir Poutine, qui s'est fait connaître d'abord comme à Saint-Pétersbourg, comme assistant au maire, où il a fait pas mal d'argent aussi, ça lui a permis d'arrondir ses fins de mois, et ensuite il est devenu chef du FSB, lui qui était dans les services secrets au moment de la chute de l'URSS, il était en Allemagne, donc je ne répéterai pas toute l'histoire, vous la connaissez. Alors il est nommé par Poutine,
Et il est élu quelques mois plus tard et il commence dès le début à serrer la vis. Mais là encore, on n'a pas voulu le voir. Pourtant, c'était tellement évident. Et là, je voudrais vous montrer juste quelques photos. Alors, c'est ça. Donc, avant d'arriver aux photos, il commence à serrer la vis. Comment? Il ordonne, enfin, on n'a pas de preuves parce que jamais on a pu en Russie faire des enquêtes jusqu'au bout, mais on est presque certain, des assassinats de journalistes. Alors, vous voyez, le journalisme, l'information, c'est la clé de voûte d'un État totalitaire. La première chose à laquelle on s'attaque, bon, il y en a d'autres après, il y a des institutions, des ONG, il y a des cours de justice, il y a d'autres éléments qui sont importants, mais on commence par des assassinats de journalistes dès 2003. D'abord, on va montrer Anna Politkovskaya parce que c'est peut-être une des plus connues. Si vous pouvez lancer les photos. J'ai voulu mettre les photos, bon, vous la connaissez peut-être certainement son visage, mais je pense que c'est important de remettre encore une fois un visage sur ces drames. Anna Politkovskaya qui a été assassinée le jour d'anniversaire de Vladimir Poutine, 7 octobre 2006, 54e anniversaire de Vladimir Poutine. Jamais on n'a trouvé le véritable coupable, jamais on a trouvé le véritable commanditaire. Et elle était journaliste à Novaya Gazeta, qui était d'ailleurs un journal d'opposition, vous savez, qui a reçu le prix Nobel de la paix l'automne dernier, et qui a vu une dizaine de ces journalistes être assassinés. Maintenant, on peut voir le suivant. Celui-là a été assassiné bien avant la Politkovskaya, et je vous raconterai... Ah, non, c'est pas ça. Ça, c'est encore Politkovskaya. C'est Yuri Shishoukin. Voilà, qui, lui, faisait des... bon, on peut regarder le suivant, puis après, je vous dirai. Et ça, c'est Natalia Estemirova. Alors ça, c'est une femme que j'ai interviewée en Tchétchénie, quand je suis allée en 2007 faire le portrait de Ramzan Kadyrov, qui venait d'être nommé président de la République de Tchétchénie par Vladimir Poutine. Et cette femme était à la tête de l'organisation Mémorial. Et on l'avait interviewée. Et ensuite, on voulait qu'elle nous mette en contact avec des familles, des gens qui étaient disparus sans laisser de traces, qui étaient enlevés, parce qu'il y avait encore beaucoup de ça en Tchétchénie à l'époque. Et elle nous a dit, elle partait à Moscou, alors elle nous a dit, il y a mon assistante qui va vous mettre en contact avec des familles. Mais je vous en prie, ne l'interviewez pas, parce que c'est extrêmement dangereux. Et c'était une jeune femme qui parlait très bien français parce qu'elle a été quelques années en France. Alors, évidemment, c'était très dur pour nous de renoncer à l'interviewer, mais on l'a écoutée. Et bien, elle avait raison parce qu'un an plus tard, elle a été enlevée et assassinée quelques heures plus tard sous les yeux de sa fille, qui aujourd'hui vit à Londres, Lena Estemirova. Alors, ça, c'est 3 parmi une dizaine de journalistes de Novaya Gazeta qui ont été assassinés. Novaya Gazeta qui a publié jusqu'au début de la guerre. Et sa dernière une, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même assez important. Ils ne pouvaient pas utiliser le mot guerre, évidemment, parce qu'ils étaient passibles de 15 ans de prison. Mais ils ont marqué « La Russie bombarde l'Ukraine ». C'était le titre. Et c'était la dernière parution. Ils ont décidé. Maintenant, ils publient Novaya Gazeta Europe à partir d'un des pays baltes, je ne me souviens plus lequel. Je voudrais revenir à mon texte, je ne sais pas comment. Ouais, voilà. Alors, donc, on commence par assassiner des journalistes, mais pas n'importe quel journaliste. Hein, il y avait par exemple la radio Echa Moskvy, que j'écoutais très souvent, que j'écoutais encore au début de la guerre. Ils ont cessé d'émettre peut-être une semaine après le début de la guerre, où on parlait de tout. On pouvait dire Poutine est horrible, son ministre ne vaut rien, il fait des erreurs. On pouvait dire tout, tant qu'on ne faisait pas d'investigation. On ciblait les journalistes qui faisaient des investigations, et pas n'importe quel sujet. Certains sujets de corruption qui étaient autorisés, même des journaux officiels pouvaient le faire, mais les sujets très rapidement qui étaient
Donc, très rapidement, on a bien défini bien défini, c'était jamais écrit nulle part, mais on a vu ceux qui étaient ciblés, c'était ceux qui interviewaient qui faisaient des investigations sur la situation dans le Caucase, qui était resté un sujet très, très, très tabou. Donc, la guerre en Tchétchénie, la corruption des oligarques. En général, ce n'était pas très bien accepté, donc on risquait la vie quand on le faisait. La richesse privée, et la richesse et la vie privée de Vladimir Poutine. Alors là, je vais vous raconter encore une anecdote. Quand j'étais à Moscou, donc je pense que c'était 2007 ou 2008, il y a un journal, tout d'un coup, peu connu, un peu people, qui a écrit un article sur la liaison entre Vladimir Poutine et Alina Kabaeva, qui aujourd'hui, aujourd'hui on la connaît, mais à l'époque, les gens ne la connaissaient pas. C'était une gymnaste médaillée olympique qui est probablement sa femme même officielle aujourd'hui. À l'époque, il était encore marié avec sa première femme. Et alors, ils ont écrit, Poutine est amoureux de cette femme, c'est évident, on l'a vu, qui est cette femme, beaucoup plus jeune que lui, etc. Et le journal a été fermé le lendemain. Fermé. Alors, et vous savez, dans les pays totalitaires, c'est comme ça. On ne sait rien de la vie privée, rien d'officiel sur la vie privée, même sur la santé des dirigeants. Vous imaginez, Vladimir Poutine aujourd'hui a des enquêtes clandestines, évidemment, surtout du groupe d'Alexei Navalny, sur la santé de Vladimir Poutine, qui apparemment est très déclinante. Ils font des enquêtes, vous avez sans doute vu, sur sa richesse et sur d'autres choses, son yacht, sa maison près de Sochi, son immense palais près de Sochi, etc. Mais ils ont aussi fait une enquête sur les médecins qui le suivent. Alors, ils ont sorti des registres des hôtels entourant sa villa près de Sochi, et ils ont vu qu'il y a un groupe de médecins. Chaque fois que Poutine est là-bas, il y a un groupe d'une vingtaine de médecins, dont des oncologues, qui le suivent et mais il faut faire des enquêtes et risquer sa vie pour parler de la santé du leader de Vladimir Poutine. Alors, et l'autre sujet qui était très... ça, peut-être vous ne le connaissez pas, mais en 1999, il y a eu une série d'explosions d'immeubles à Moscou et dans d'autres villes au sud de la Russie, et Volgodonsk, une troisième ville, 5 explosions qui ont coûté la vie à 290 personnes, les habitants des immeubles. C'était des immeubles d'habitation, des voitures bourrées d'explosifs qui explosaient et l'édifice s'effondrait la plupart du temps. Et tous ceux qui ont fait des investigations sur ces explosions, là on est en septembre 1999, tous ceux qui ont fait des investigations vraiment poussées sont morts. Des journalistes, des activistes, des ONG et des gens qui étaient proches de Memorial, cette organisation dont je vous parlais de Estemirova. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, mais il y a quand même un élément assez intéressant. En septembre, vers la fin de septembre 1999, dans la ville de Ryazan, il y a une voiture qui est arrivée, qui s'est stationnée dans le stationnement souterrain, et les habitants l'ont vue arriver. Ils se sont inquiétés, ils ont appelé la police est venue. Il s'est avéré que c'était une voiture, encore une fois, bourrée d'explosifs, et qui n'ont pas explosé parce que la police a arrêté. Et c'était une voiture du FSB, donc service secret. Et on a trouvé une explication très rapidement. C'était un exercice. Le FSB voulait voir si les habitants étaient suffisamment vigilants. Alors, vous imaginez l'immensité des mensonges. Petit à petit, et c'était à l'époque où Vladimir Poutine était chef du FSB, c'était juste avant qu'il soit nommé président par intérim. Donc, on a verrouillé, lentement mais sûrement, surtout par la peur, parce que la mort, les assassinats de journalistes, c'est quand même assez dissuasif comme élément. Et on a verrouillé toute l'information. Comme je vous disais, il y avait des médias alternatifs, il y avait la télévision Dost, il y avait Medusa, il y avait des agences de presse, mais
aussitôt qu'on commençait à faire des investigations sur des sujets qui fâchent, il y avait un mort. Même en 2018, quand je suis allée à Moscou pour remplacer mon collègue Raymond Saint-Pierre pour quelques semaines, je me souviens qu'un journaliste de Yekaterinbourg avait enquêté sur le groupe Wagner. À l'époque, on connaissait un peu. Bon, aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que, à cause de la guerre, mais à l'époque, ils étaient assez présents aussi dans le Donbass et en Syrie. Et ce journaliste à Yekaterinbourg qui est tombé de son balcon, 6e étage, très pratique. Alors, évidemment, personne n'a fait d'enquête là-dessus parce qu'on risquait sa vie en faisant des enquêtes, mais je me suis inquiétée, je me suis dit, mais... Et on s'est rendu compte, là encore, que les gens qui faisaient des enquêtes sur le groupe Wagner couraient le même risque que des sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, l'autre élément, donc les moyens pour arriver à verrouiller comme ça l'État, c'est réécrire l'histoire. Et ça, Vladimir Poutine l'a fait très, très bien. Vous l'avez sans doute vu un peu à Radio-Canada et dans d'autres médias. Réhabilitation de Staline. Encore une fois, ça n'a pas commencé la veille de la guerre. La réhabilitation de Staline a commencé en 2006-2007. Quand j'étais à Moscou, un des premiers reportages que j'ai fait, c'était sur les manuels d'histoire où on était en train de réécrire les notes sur Staline. Ce n'était plus le meurtrier de millions et le fondateur des camps de concentration et des goulags. C'était un grand leader qui a reconstruit la Russie, qui lui a donné sa grandeur économique et qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale, parce que souvent, on oublie les Alliés, il n'y a que la Russie qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ça a commencé il y a déjà très longtemps, et la réécriture de l'histoire par rapport à Staline, qui n'est plus une personne, un leader dont on doit avoir honte ou dont on doit analyser les crimes, mais bien un grand dirigeant. Alors, ça a été achevé en 2021, au moment où on a interdit l'organisation Mémorial, qui est née justement au moment où on a commencé à fouiller les crimes de Staline, et Mémorial qui a ramassé des milliers et des milliers de pages d'archives sur tous les crimes qui ont été commis, eh bien, Mémorial a été interdit et ça a été entériné par la Cour suprême quelques jours avant le début de la guerre. Et puis, la loi, deuxième élément qui a achevé ce processus, la loi votée en 2021, aussi il y a quelques mois, qui interdit de comparer Staline à Hitler, et on risque 3 ans de prison si on compare, si on dit Staline était aussi pire qu'Hitler, ou il a tué plus de monde ou autant de monde. L'autre élément qu'on a utilisé pour construire cet état d'esprit des Russes aujourd'hui, c'est antagoniser l'Occident. Encore là, ça ne date pas d'hier. J'ai parlé du discours de Vladimir Poutine en 2007. En 2018, je suis sur la place rouge. Vladimir Poutine fait, parce que j'étais, non, ce n'était pas 2018, pardon, 2014. 2014, après Maïdan, après l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine fait un grand discours, un énoncé de sa politique étrangère, encore une fois, pour la consommation interne, mais aussi externe. Et on est donc avec mon caméraman de Moscou sur la place rouge. Et il y a une dame qui se présente, elle nous entend parler anglais, elle se présente devant la caméra avec un billet d'$1. Elle le déchire. Alors que on parlait d'une victoire russe, on a annexé les territoires qui en fait nous revenaient, la Crimée. Et d'ailleurs, je vous raconterai une autre anecdote à ce propos. Elle déchire ce billet d'$1 et elle dit « c'est ça qu'on fait avec votre argent, on n'a pas besoin de vous ». Elle se met à crier devant la caméra qu'est-ce qu'elle ferait bien de notre argent et même de notre existence comme ennemie de la Russie. Et là encore, je reviens à une anecdote en 2009, je crois. C'était après la guerre de Géorgie. On était invité, un petit groupe de journalistes,
à visiter Sébastopol, qui est la capitale de la Crimée, où est stationnée la flotte russe. La flotte russe qui loue son emplacement. Et donc, on y va, parce qu'on n'a quand même pas souvent l'occasion. Et d'ailleurs, on était sur le destroyer Moskva. On a tourné sur ce même destroyer qui a été... Je n'ai pas réussi à retrouver la vidéo, mais je vais essayer de la retrouver. Mais, et donc, on filme. Mais on a filmé aussi la population, un reportage sur la langue ukrainienne, qui effectivement était très minoritaire. Parce que la Crimée était restée très russe à cause de la flotte, mais aussi à cause des investissements russes, par exemple. Ça va peut-être vous surprendre, mais le maire de Moscou, M. Rouchkov, investissait des millions de dollars des contribuables russes en Crimée, dans des écoles, dans la construction des habitations, je ne dirais pas luxueuses, mais meilleures que des habitations habituelles pour les marins de la flotte de la mer Noire. Et il y avait beaucoup d'argent russe qui était investi et il y avait beaucoup de Russes, effectivement. Et on finit de filmer, donc on a fait 2-3 reportages, on finit de filmer sur le bateau et tout de suite, là, il y a une caméra de télévision russe qui se jette sur moi parce qu'ils ont vu que je parlais russe et ils me demandent la question, alors qu'est-ce que vous pensez de la Crimée? Est-ce que c'est russe ou c'est ukrainien? On est en 2009. Et moi, un peu naïve, j'imagine, mais bon, je ne pouvais pas imaginer. J'ai dit, mais c'est sûr que c'est un territoire où les Russes sont... C'est russe, il y a des Russes, mais ça fait partie de l'Ukraine. Et cette dernière partie a probablement été coupée parce que j'ai eu des félicitations des voisins de ma maison sur ma bonne intervention. Je n'ai pas vu le téléjournal, c'était le PRV Canal, je crois, ou peut-être je ne me souviens plus quel canal c'était, je n'ai pas vu, ça a été diffusé le soir même, mais je suis presque sûre qu'ils ont coupé. Mais vous voyez, alors il y avait déjà cette idée chez les journalistes qui sont pour la plupart des médias officiels, surtout la télé, des propagandistes, l'idée de montrer au monde entier qu'on est sur un territoire russe. Donc, pourquoi on le faisait? Parce qu'on avait l'intention, bien sûr, d'aller plus loin. Et l'histoire l'a montré qu'on est allé plus loin. Alors, bon, je pense qu'il faut que j'accélère un peu. D'autres éléments. Donc, vous voyez, c'est un processus de construction et qu'on aurait dû voir plus tôt. Le 12 juillet 2021, Vladimir Poutine publie un article, en 2 langues d'ailleurs, en russe et en ukrainien, l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. Alors là aussi, on prépare l'opinion publique au fait que c'est un seul pays, que l'Ukraine n'existe pas. Dans ce sens-là, le texte le pire que j'ai lu, ça a été publié récemment par RIA Novosti, l'agence de presse russe, par Timofey Sergeïtsev, début avril cette année, où on dit... Donc, Vladimir Poutine, en juillet 2021, parle de la grande amitié, de même racine, on est en fait le même peuple, on est... etc., etc. Et là, ce Timofey Sergeïtsev qui nous dit il faut complètement dénazifier évidemment l'Ukraine, ça on l'a entendu, ça va prendre une génération, il faut russifier à nouveau l'Ukraine qui a pris un mauvais chemin. Évidemment, c'est l'Occident qui se sert de l'Ukraine, etc. Toute cette... Et juste un dernier élément, ça va plus loin que l'Ukraine ou que des territoires qu'on veut annexer. Depuis plusieurs années, on parle, et ça c'est entre autres dû à celui qu'on appelle l'idéologue de Vladimir Poutine, Alexandre Douguine, qui écrit, même quand j'étais en Russie, on lisait ces trucs, on en riait, on disait c'est pas important, mais aujourd'hui on voit que 10 ans plus tard, 10 ans plus que ça, 15 ans plus tard, on voit que c'est en train d'être mis en pratique. Et la mission civilisatrice de la Russie. Donc la Russie, elle ne veut pas seulement retrouver les territoires perdus, renouer son amitié avec l'Ukraine, avec la Géorgie, etc., mais elle lutte
et non seulement toute cette histoire de l'OTAN qui l'a encerclé, tout ça, c'est un élément. Mais en fait, la Russie est dans une mission civilisatrice contre la dégénérescence de l'Occident, contre la culture du gender, du LGBT. C'est fou le nombre de fois où on évoque la dégénérescence de l'Occident en se basant sur les mouvements LGBT, gender, changement de sexe. C'est le diable en personne. C'est assez étonnant. Et évidemment, dernier élément, se servir du vocabulaire de la Deuxième Guerre mondiale, donc dénazification. Ça peut nous paraître étonnant parce que, bon, pour nous, les nazis, ça s'est terminé en 1945 avec le procès de Nuremberg, mais pour les Russes, ça sonne très fort. Les Russes ont perdu 27 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, parler d'une guerre qui va coûter cher, où les gens vont mourir pour la juste cause. Et la juste cause, c'est le nazisme, combattre le nazisme. Donc, ça, c'est un élément dans cette idéologie qui résonne chez les gens, que les gens comprennent. Alors aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a un choc de civilisation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent rien savoir de ça. Et quelqu'un me disait récemment qu'il avait entendu à Paris, dans une file d'attente dans un magasin d'alimentation, un jeune homme qui parlait à sa mère au téléphone en russe. Et comme il comprend le russe, la personne qui en a parlé, il disait à sa mère, « Maman, ferme la télé, ferme la télé. » Et après, il disait, « C'est pas ça qui se passe, c'est pas ce qu'ils vous disent. » Bon. Il essayait de la... Hein. Et après, il lui dit, il n'entendait pas ce que la mère disait, mais il pouvait deviner, il dit, non, je ne suis pas un ennemi de la Russie. Oui, j'aime mon pays. Et c'est pour ça que je te dis, ferme la télé. Donc, il y a un choc de génération, mais ceux qui ont perdu des parents, des grands-parents dans la Deuxième Guerre mondiale, ben, pour eux, le nazisme, il faut se battre contre le nazisme coûte que coûte. Donc, on embarque dans cette idéologie-là grâce à cette rhétorique anti-nazie. Maintenant, quelle est la motivation de Vladimir Poutine pour en arriver là? Je pense que c'est l'élément le plus important. Là, je vais passer très rapidement, mais la peur des révolutions de couleur. Souvenez-vous, ça a commencé en 2003, en Géorgie, après ça l'Ukraine 2004, après ça Kirghizistan, la révolution des tulipes 2005. Et Vladimir Poutine a vu qu'autour, et encore plus récemment en Biélorussie, c'est quelque chose dont il a une peur bleue. Parce que si la population se lève contre lui, il est fini. Il s'est enrichi de 200 milliards de dollars depuis qu'il est au pouvoir. Rien que ça. On ne parle pas des crimes de guerre, etc. Et donc, la volonté de la part de Vladimir Poutine de préserver son système d'enrichissement, de préserver son pouvoir. Et on a vu d'ailleurs comment il a resserré la vis après les manifestations de 2012, où beaucoup de gens sont sortis dans les rues et il s'est senti en danger et il a beaucoup resserré la vis après 2012. Donc, la volonté de dissimuler ses propres crimes. On dit que la grande peur, et il l'a partagé avec des gens autour de lui, c'est la mort du colonel Kadhafi. Alors, Kadhafi, vous vous souvenez de ces images qui étaient sorties de sa cachette, l'air hagard qui a été battu, violé et abattu. Et ça a eu un effet apparemment terrible sur Vladimir Poutine. Et finalement, bien sûr, la volonté de rester dans l'histoire comme celui qui a redonné à la Russie sa grandeur. Jusqu'où ça va aller? Malheureusement, les perspectives sont assez tristes. Donc, on est passé de l'autoritarisme au totalitarisme. Selon Georgi Youdin, qui est un philosophe et sociologue russe, directeur du département de philosophie politique à l'École supérieure de sciences politiques de Moscou, il y a une fascisation dynamique de la Russie et la société russe comme telle a cessé d'exister.
Il n'y a plus de société sous la pression de cet État totalitaire et de cet État qui est en train de devenir fasciste. Avant, les gens ne se mêlaient pas de politique en Russie, pas trop. La majorité se disait, bon, moi je fais ma petite affaire, si je peux gagner ma vie honorablement, m'acheter une voiture, m'acheter un appartement, aller chez McDonald's, déjà, si je ne me mêle pas de politique, je peux faire tranquillement mes trucs. Et c'était vrai jusqu'à tout récemment. Maintenant, et c'est pour ça qu'on commence la phase suivante de ce processus, c'est-à-dire la fascisation, tu ne peux plus ne pas penser comme le pouvoir. Tu ne peux pas dire... Avant, on parlait des investigations sur des crimes ou où les gens risquaient. Aujourd'hui, ils risquent 15 ans de prison s'ils disent « je suis contre la guerre » ou s'ils disent « il y a la guerre en Ukraine ». Donc, tu ne peux plus penser comme le pouvoir, sinon tu es visé par la terreur. Donc, la peur s'est installée dans toute la société. On dénonce à tour de bras, on dénonce les voisins, on dénonce les enfants, on dénonce les parents qui ne pensent pas. Et on stigmatise les gens en écrivant sur leur porte la fameuse lettre Z. J'aurais voulu vous montrer quelques photos, mais je n'ai pas trouvé de photos assez évidentes. Cette lettre Z, ça aussi, c'est un signe de la fascisation, c'est-à-dire un signe simple. Hein? Le salut nazi. Hein, c'est simple. Tu fais le salut nazi et tout le monde sait ce que tu penses. Tu n'as pas besoin d'un discours. Tu fais la lettre Z, tu n'as pas besoin d'un discours. Tout le monde sait ce que tu penses. Alors, ça aussi, la simplification, tu es avec nous ou tu es contre nous. Alors, le leader est devenu la société, est devenu l'État, et tu ne peux pas appartenir à cet État si tu ne penses pas comme cet État, tu es un traître, donc tu es exclu. Non seulement tu risques la prison ou la vie si tu contestes, mais tu es de fait exclu de cet État. Tu es un traître, tu peux t'en aller, plus un des nôtres. Non. J'essaie de raccourcir. Donc, je ne vous raconterai pas la télé russe, qu'est-ce qu'on raconte. Je me suis tapée pendant des heures. D'ailleurs, le New York Times, je crois, a publié un article assez intéressant la semaine dernière. Ils ont analysé une 50aine d'heures de la télévision russe. Ce qu'on entend dans les émissions de télévision russe, c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, le sujet le plus prisé, c'est la guerre nucléaire. Alors, on montre des explosions, on calcule le temps que ça prendrait à une tête nucléaire sur un support, je ne sais plus lequel, pour partir de Kaliningrad à Londres, à Paris, à Berlin, 200 secondes, 220 secondes, 230 secondes. Ils n'auront même pas, et les animateurs le disent en riant, ils n'auront même pas le temps de se rendre compte. Et ils vont être détruits complètement. Et nous, et là, il y a de la blague, ce que j'ai entendu récemment, et nous, on ira au paradis. Parce que les gens savent qu'il y aura une riposte. Mais ils iront au paradis, ils iront comme ces jeunes pour la dernière bataille. Et pour revenir aussi à qu'est-ce que pensent les Russes, est-ce que c'est vrai que les Russes appuient Vladimir Poutine, etc. Je pense qu'on peut arrêter de se poser la question. Parce que dans un État totalitaire, on ne peut pas savoir ce que pensent les citoyens. Même le centre de sondage Levada, sur lequel on se bat, qui est relativement indépendant, on ne peut plus se baser sur leur sondage parce que les gens ont trop peur. Ils ont trop peur, ils ont peur d'être... Même s'ils n'ont pas peur d'aller en prison, ils ont peur d'exclusion. Ça devient une phobie sociale. Et ces sondages, d'après des experts, ne valent plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, se dire qu'on ne peut pas faire confiance à un État totalitaire. On ne peut pas croire ce que dit un État totalitaire. On ne peut pas... même analyser le discours est devenu un peu futile. Bon, on a vu, évidemment, les Russes n'ont pas le monopole
du mensonge. On a vu Trump mentir à tour de bras pendant 4 ans et beaucoup de gens le suivent. Mais il y avait quand même des New York Times qui faisaient l'analyse tous les jours et d'autres journaux compilaient les mensonges, faisaient de la contre-information. Je veux dire, ça existe. Préserver les institutions démocratiques. L'État russe était visiblement trop faible dans les années 90 pour prévenir ou pour se défendre contre un personnage comme Vladimir Poutine, le personnage qu'il est devenu. Beaucoup d'analystes aujourd'hui sont très pessimistes. Tous les médias russes qui existent encore se sont enfuis à l'étranger. Ils continuent à faire un travail extraordinaire. Entre autres, Navalny, son groupe, qui était quand même un groupe très important qui fait des investigations très intéressantes. On peut les trouver sur le canal d'Alexei Navalny. On peut suivre ces choses-là. Et faire attention à la propagande, ne rien croire et rapporter la réalité, nous, la nôtre, ce qu'on voit, tel qu'on la voit. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Mais je dois vous avouer que les analystes sont assez pessimistes tant que Vladimir Poutine sera là. C'est assez évident que ça n'ira pas dans une bonne direction. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Madame Chatska. Je vais vous inviter à vous déplacer pour les fins de la discussion. Donc, simplement reprendre la place ici. Oui, c'est ça, en bas. Mon ordi, c'est pour vous. Donc, on a encore un peu de temps pour des questions, pour un échange avant d'enchaîner. C'est une conclusion un peu triste là, sur ce qui est possible de faire, mais j'ai quand même l'impression que déjà de vous avoir entendu, nous en tout cas, on est encore, vous êtes basé en Europe, vous êtes revenu à Québec pour nous voir, mais vu d'ici, de Québec et du Québec, on a l'impression que tout ça est très, très loin et on n'a peut-être justement pas beaucoup porté attention à ce qui se passait, oui, c'était difficile de le savoir. Donc déjà, de vous entendre, on a l'impression d'être directement dans le ventre de la bête, là, même si vous restez en sécurité. Et on comprend que c'est plus vraiment possible là, maintenant d'avoir accès à une information juste, complète, équilibrée de l'intérieur de la Russie et que tout ça se préparait depuis longtemps. Je pense que c'est le message qu'on doit comprendre. Donc, si vous avez des questions, les gens dans la salle, vous pouvez tout simplement avancer au micro pour qu'on puisse vous entendre en ligne. Et les gens qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Pour la gestion technique, on vous demanderait simplement d'utiliser cette fonction plutôt que d'allumer votre micro. Alors, on relaiera vos questions à Madame Chatska. Donc, je vais... Oui, Olivier, donc simplement Olivier Gadeau qui va animer un panel tout à l'heure et participer. Bonjour, et puis merci beaucoup. C'est assez rare d'entendre des informations qui retracent les choses comme ça sur le fil continu de l'histoire, y compris que moi j'ai été un peu documenté. Petite parenthèse, j'ai cru comprendre il y a plusieurs siècles que l'Ukraine était même centrale dans la fondation de toute cette partie-là de l'Europe. Ma question est vraiment propre au travail journalistique. Ça fait longtemps que vous êtes correspondante de presse, journaliste à l'étranger, correspondante à l'étranger. Vous avez vécu, je crois, il me semble, vous avez connu les années aussi de la guerre du Golfe au début des années 90, si je ne m'abuse. Non, vous n'avez pas couvert la guerre du Golfe. En tout cas, vous avez vu le travail qui avait été fait à l'époque. Quand on vit justement, quand on est correspondant dans un pays qui traite les Occidentaux d'anti-système propre au pays, c'est martelé à longueur de journée. J'imagine qu'on se pose des questions. Et parallèlement, quand on ajoute à cela le bilan justement de la guerre du Golfe, où on a vu que même des pays très libéraux et très qui revendiquent la liberté d'expression, particulièrement les États-Unis, nous ont menti. Comment on se situe là-dessus quand on est journaliste comme ça à l'étranger? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on se demande si on n'est pas en train de faire aussi de la propagande gouvernementale du pays d'où on vient? Je ne
c'est pour lequel on travaille finalement, les populations. Voilà, une question très générale, mais... Mais vous avez tout à fait raison, parce que d'ailleurs, il y a un élément que je n'ai pas eu le temps de dire, mais la propagande et les mensonges existent partout. La Russie n'a pas le monopole de ça, et on a vu justement pendant la guerre du Golfe, on a vu avec les armes de destruction massive de M. Powell, bon, c'est certain. Mais on a des d'abord, en Occident, encore, heureusement, on a des sources d'informations alternatives. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est sûr qu'à l'époque, moi je me souviens, parce que je n'ai pas couvert la guerre du Golfe, je travaillais pour une autre émission, mais je me souviens, on était dans la rédaction tous en train d'écouter le discours de Powell aux Nations Unies, les preuves matérielles. On a cru. Mais on l'a vu après, des enquêtes ont été faites après, que c'était pas vrai. Il y a une opposition politique, il n'y a pas seulement les journalistes, il y a l'opposition qui peut apporter des éléments, qui a accès à des informations. Donc, il faut essayer de s'informer ailleurs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le Kremlin ou le Vladimir Poutine, ou le Kremlin, les leaders russes, ne disent pas qu'ils disent la vérité. Ils ne disent même pas qu'ils disent la vérité, ils disent que la vérité n'existe pas. Il y a votre vérité et notre vérité. Déjà, quand vous entendez ça, il faut être très prudent parce qu'il n'y a pas deux vérités. Il y a, en général, il peut y avoir des interprétations, mais la vérité n'est qu'une. Il y a une vérité, il y a ou il n'y en a pas. Et alors, on parle de la propagande aussi. Les Russes sont très conscients que le gouvernement fait de la propagande. Mais il dit, mais les vôtres aussi. Mais oui, d'accord, nos gouvernements aussi font de la propagande, bien sûr. Tous les gouvernements font de la propagande. Mais nous, on a des journalistes indépendants, on a l'opposition, on a des organisations de la société civile, et ces contre-pouvoirs-là sont essentiels. D'ailleurs, je vous dirais que, bon, la Russie, évidemment, c'est un cas extrême, mais quand on regarde la Hongrie, là aussi, je suis allée couvrir un peu. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Une des premières choses qu'a fait Viktor Orban, c'était de serrer la vis aux médias. Et bon, par la suite, il a gardé l'espèce d'apparence de société démocratique. Donc, les partis d'opposition continuent à exister, mais par tous les moyens, on les affaiblit, etc. Mais la presse, c'est le plus facile. On criminalise certaines expressions, certaines, pas croyances, mais certaines opinions. Hein? Et à ce moment-là, la peur s'installe, etc. Donc, je pense qu'il faut d'abord savoir, vous allez dans un pays, est-ce qu'il y a des sources d'informations alternatives? Est-ce que ces gens-là risquent leur vie ou non? Parce que si vous parlez à un Russe, qu'est-ce que vous pensez de votre président? Il va vous dire, ben oui, il fait ce qui est juste probablement parce que, bon, parce qu'il a peur, parce qu'il a très souvent pas d'autres sources d'informations que la télévision qui lui rabat les oreilles tout le temps. Donc, je pense que on ne peut pas se prémunir contre la propagande, contre les mensonges. Je veux dire, les politiciens mentent de façon notoire, on le sait. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de faire de la contre-information et de chercher, de fouiller, etc. Évidemment, c'est souvent très difficile en situation de guerre, surtout quand les journalistes sont sur place. C'est très difficile. Mais au moins garder en tête cette prudence et cette idée qu'il faut essayer de voir s'il y a des sources alternatives d'information. Alexandra, on a beaucoup... bravo, c'était super intéressant. Merci. On a souvent entendu à l'époque où les médias sociaux ont pris l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, que les médias sociaux seraient peut-être une espèce de frontière contre ce genre d'omniprésence du pouvoir et tout ça. Et je me demande si cette guerre n'est pas un peu le constat que finalement non, que les médias sociaux sont quelque chose qui se contrôle tout aussi bien. Est-ce que tu es de cet avis-là? Écoute, c'est complexe. Parce que c'est vrai que grâce aux médias sociaux, on peut avoir accès à des informations, mais tu sais, nous, on l'a appris, c'est la base, vérifiée.
combien de fois, parce que comme je ne suis pas sur place aujourd'hui, mais je suis sans arrêt ce qui se passe en Ukraine, en Russie, en Pologne, dans tous les pays limitrophes, pour toutes sortes de raisons personnelles et professionnelles. Et je me sers beaucoup de Twitter, par exemple. Et surtout de Twitter. Je pourrais me servir aussi d'autres, un peu de Telegram, mais à chaque fois, il faut que je vérifie, comme on l'a appris 3-4 fois, d'où vient, c'est qui a mis cette information. Ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire, l'offre est là. C'est possible d'aller chercher des choses qu'on ne trouve pas ailleurs ou échapper au contrôle de l'état de l'information. Mais évidemment, c'est aussi la place large comme ça à tous les trolls de la Terre et à toute la désinformation de la Terre. D'ailleurs, M. Musk nous cause pas mal de soucis face à ça. On l'a vu avec Donald Trump, de quelle manière il se servait de Twitter. Donc, oui, mais si vous avez le temps et si vous avez l'énergie et si vous avez la vigilance de traiter cette information-là avec prudence. Et en vérifiant, moi par exemple, je vérifie le compte, bon, c'est le b.a.-ba, j'imagine que vous enseignez ça dans les cours. Quand est-ce que le compte a été créé? S'il a été créé il y a 2 mois, au moment du début de la guerre, ça peut être. Et qui sont les personnes qui suivent? Donc, moi, je me suis établi une routine. J'ai des sources d'informations que je connais, donc je les traite avec confiance. Mais eux aussi ne sont jamais à l'abri parce que souvent, on relaie l'information. Et il m'est arrivé d'être obligée de canceller des tweets que j'ai faits parce que j'ai eu des doutes sur je l'avais déjà fait et j'ai eu les doutes sur l'origine de cette information-là. Alors, oui et non. Oui, si vous êtes prudent, c'est une fantastique possibilité d'avoir accès à des gens qui normalement n'ont pas le micro, qui n'ont pas l'aval de leurs autorités, et qui sont souvent des témoins oculaires. Mais prudence. Mais les médias sociaux n'ont pas empêché l'espèce de contrôle de l'information que tu décrivais de Poutine Et c'est-à-dire, tu veux dire, oui. Alors, oui, ça c'est une autre question. Les médias sociaux ont été verrouillés aussi en Russie. Facebook a été verrouillé, YouTube a été verrouillé. Il est pas stupide, même s'il y a beaucoup de mauvais conseillers au sujet de la situation en Ukraine, mais il sait quand même. Mais les gens passent outre souvent. Moi, j'ai quelques personnes que je suis qui sont en Russie et qui donnent des informations intéressantes. Et les gens se servent de VPN pour, par exemple, avoir accès à Facebook, mais ils sont très prudents. Au tout début de la guerre, j'ai écrit, parce que j'ai une cousine lointaine de mon père qui vit à Moscou, et on échangeait souvent des messages sur Messenger, et un autre petit cousin aussi qui est à Moscou, qui lui est un peu moins prudent. Mais alors, elle m'a dit, écoute, j'ai écrit quelque chose, mais c'est terrible, cette invasion, là. Elle dit, c'est pas très prudent pour moi de dire ça, de discuter de ça avec toi ici. Donc, on a arrêté. Mais je vois qu'elle est sur Facebook. Donc, elle a VPN. Elle met des informations sur sa vie quotidienne, sur ses enfants, sur les expositions qu'elle visite. Mais sur Twitter, c'est un peu plus facile parce que les gens ont des pseudonymes et ils peuvent peut-être passer outre. Et en se servant de VPN, ils ont accès aussi à l'information qui vient de l'extérieur. Mais je pense que la situation générale est une de peur et on s'aligne derrière le chef quand même, malgré le formidable outil que sont devenus les médias sociaux en principe. J'imagine qu'on peut dire que les gens qui se connectent avec un VPN, c'est déjà des gens qui ont une certaine conscience, une certaine habileté. Je veux dire, on a peut-être tendance de notre perspective, soit comme journaliste ou comme universitaire, de surestimer les capacités numériques des gens.
Je pense à une personne, je ne veux pas faire de caricature, là, mais une personne âgée, même ici, là, je m'excuse à ma mère, là, à qui on doit parfois expliquer le fonctionnement de certains outils techniques, mais simplement pour dire que ça demande des efforts techniques, mais aussi des efforts aussi, puis un courage, là, vous le dites, pour même oser se connecter de cette manière-là. Oui, parce qu'à la limite, les autorités, s'ils voulaient suivre ma petite cousine, là, ils verraient qu'elle est sur Facebook alors que c'est interdit. Bonjour, en fait, je suis à la recherche d'un peu d'espoir. Sachant tout l'impérialisme qui anime Vladimir Poutine, sa santé qui serait chancelante aussi, et le fait que dans le passé, il ne s'est jamais gêné pour s'en prendre à sa propre population. Est-ce qu'une désescalade est toujours envisageable ou est-ce que l'affrontement entre l'Occident et la Russie est inévitable? Écoutez, moi, vous allez dire, mais comme je disais au début, ça fait partie de mon épigénétique. Je suis assez pessimiste parce que il reste plus rien à Vladimir Poutine que la fuite en avant. Il ne peut pas reculer. Aujourd'hui, on parle de Nuremberg, d'un procès pour crimes de guerre. Je veux dire, je ne vois pas. Et j'ai l'impression, depuis le début de la guerre, ce qu'on voit, c'est que son entourage, qui peut être le plus raisonnable, si vous voulez, n'a pas beaucoup de prise sur lui. Pire que ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais vous savez qu'il y a eu une série de morts suspectes depuis 2 semaines d'oligarques russes, mais c'est une épidémie. Des gens, surtout liés aux hydrocarbures, donc Gazprom, pas Gazprom, Lukoil, enfin toutes les compagnies liées à l'État et au gaz et au pétrole. Alors, un des oligarques, vice-président de je ne sais plus laquelle compagnie, qui est trouvé mort, sa femme et sa fille assassinées et lui pendu. Même scénario, ça c'est à Moscou, même scénario 2 jours plus tard, je pense, ou même 24 heures plus tard, en Espagne, un autre oligarque lié à la banque, à une des banques liées à Gazprom, le même scénario. La femme, la fille assassinée et lui pendu. Je crois qu'on est rendu à 7 ou 8 depuis le début de la guerre. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ça ne va pas dans la bonne direction. On voit les excès de langage de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, au sujet de propos clairement antisémites. Je veux dire, on joue le tout pour le tout. On est dans cette dynamique-là. Alors, je ne vois pas comment une désescalade pourrait être possible en ce moment. Est-ce qu'il y aura l'usage de l'arme? Et cette propagande, c'est ça que j'ai essayé de vous transmettre, c'est que cette propagande de guerre et de confrontation était là depuis 15 ans, 18 ans. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Ce n'est pas le contraire qui s'est produit. On est allé dans cette direction-là. Donc, je ne vois pas pourquoi, actuellement, quand on ne fait que parler d'armes atomiques à la télévision russe du matin au soir, et que les Ukrainiens préparaient une attaque sur la Russie en se servant soi-disant d'armes atomiques, alors que les pauvres Ukrainiens ont rendu les clés de leurs armes atomiques au moment de la chute de l'URSS en se faisant promettre toutes sortes de trucs. Et dans les accords de Budapest, c'est pas très... je vous dirais, le seul espoir, c'est la santé de Vladimir Poutine. Mais c'est terrible à dire, mais c'est vraiment ça. Alors, quand j'ai vu je vous invite à le regarder parce que c'est très intéressant, l'investigation. Il a une équipe d'investigation, Alexei Navalny, très intéressante. Et sont des excellents communicateurs en plus. C'est toujours il y a un homme et une femme qui animent cette espèce d'émission et ils sortent des enquêtes régulièrement. Et la dernière, c'était sur justement l'état de santé de Poutine. Je m'accroche à ça parce que je ne vois pas. Et c'est sûr que une Russie sans Poutine, ça ne sera pas un jardin de roses non plus.
Et parce que, comme je dis, il n'y a pas de tradition démocratique. Ça va prendre sûrement beaucoup de temps. Mais ça serait quand même mieux qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre. Juste une autre question dans ce cas-là. Est-ce que le décès prochain de Vladimir Poutine, par exemple, d'une cause naturelle, ne serait pas un autre prétexte pour réalimenter le feu conspirationniste, de dire que, bon, il a été assassiné par une force occidentale et puis que là, il faut remplacer. Très brièvement, Mme Chatzka, parce qu'on va devoir enchaîner. Non, il y aura sûrement des réactions comme ça, mais je crois que la majorité des gens de pouvoir, si on peut encore appeler des gens de pouvoir, parce qu'il a quand même le pouvoir absolu, et il change son entourage tous les mois, des centaines de personnes autour de lui qui sont changées, c'est vraiment la folie. Et je pense que les gens autour de lui ont bien vu que l'Ukraine a fait un chemin incroyable depuis 30 ans. Vers l'Europe et non pas vers Moscou. Et c'est très clair. Il n'y a personne qui a envie, tout le monde a envie de retourner à sa vie normale. Enfin, tout le monde. La plupart des gens, si on demandait dans le fond du cœur, ils ont envie de retourner à leur business, de retrouver leur travail, de retrouver leur famille et d'arrêter de voir leurs fils et frères mourir à la guerre. Donc, je pense qu'idéalement, il n'y a que Vladimir Poutine. C'est-à-dire, il se voit en colonel Kadhafi traîné dans les rues de Moscou, violé et battu. Bon, ça met fin de manière assez brutale à cette discussion, mais je pense qu'on va continuer à y réfléchir. Merci beaucoup, Alexandra Chatzka, pour